comme chaque soir sur Canal Positif avec Elisabeth Butterfly. Mais l'Hyper Show, c'est aussi une des rares émissions avec des caméras et des projecteurs. Et pour vous accompagner comme chaque soir, celui qui est aussi élégant qu'un steak haché, j'ai nommé Frédéric Becbédé. Hyper bonsoir. Hyper bonsoir à toi. Hyper bonsoir à toi. Mais surtout hyper bonsoir à toi. Je sais que tu nous regardes. Ce soir, nous recevons un artiste aux 1000 visages, un véritable homme caméléon, un peu comme Jonathan Lambert, mais en plus connu. Nous recevons surtout un être au regard bizarre, un œil vert, un œil bleu. Assez peu de gens dans le showbiz ont des regards aussi hypnotiques, hein. Alors il y a bien sûr Horst Tapper, l'inspecteur d'Eric, capable de vous endormir d'un seul coup d'œil. Souvenons-nous également du regard de Dalida et de Jodassin, qui n'auraient certainement pas pu lire ce prompteur. Sans oublier celle qui vit aujourd'hui dans un pré et qui regarde tous les jours passer les trains. Je veux bien sûr parler de Loana. Mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir les yeux, mais aussi la voix, les bras, les jambes, bref, tout le corps de cet immense rockstar planétaire, Mr. David Bowie! Hello, friend. You want me here? Thank you. Oui, écoutez, voilà, en toute simplicité, je reçois mon nouvel ami David Bowie, qui est en concert les 24 et 25 septembre au Zénith, à Paris, après un concert surbooké le 1er juillet dernier à l'Olympia, et qui nous sort son nouvel album, Heaven, qui est, selon les critiques, le meilleur album depuis longtemps. Est-ce que vous prenez ça pour un compliment? Je ne sais pas. En tout cas, tout le monde dit que c'est le meilleur depuis Scary Monsters en 1980. C'est un peu ce qu'on disait déjà du précédent. Alors, est-ce que c'est un symptôme normal de la critique à votre égard? Moi, je suis absolument ravi que la critique ait si bien accueilli cet album. C'est quand même difficile de savoir à l'avance, finalement, ce que sera le succès d'un album. Il faut attendre que plusieurs années se passent pour pouvoir prendre un peu de recul. Alors, pour l'instant, bien sûr, j'aime bien interpréter ces chansons. Pour moi, c'est quelque chose d'agréable à faire sur scène. Ce sont d'excellentes chansons à chanter sur scène. C'est quelque chose de très agréable, quelque chose de formidable à interpréter. Alors, Heaven marque le retour de votre producteur, Tony Visconti, avec qui vous n'aviez pas travaillé depuis 22 ans, je crois. Est-ce que c'est un album que vous considérez comme nostalgique, peut-être, de votre début de carrière? Pas vraiment. Il y a une chose que nous ne voulions pas faire, c'était de justement faire intervenir un sentiment de nostalgie. J'ai beaucoup vu Tony au cours des 5 dernières années et je suis parfaitement conscient du fait que le public aime bien ce que nous avons fait dans les années 70, au début des années 80, mais je ne voulais pas diluer cette expérience ou même salir une réputation qui était encore impeccable. Donc il m'a fallu du temps pour arriver à faire cet album, revenir à cette collaboration. Ce que je voulais faire, c'est d'avoir des chansons très solidement structurées pour qu'il ne soit pas nécessaire de revenir en arrière. Il fallait avoir quelque chose de solide, quelque chose avec lequel nous puissions travailler aujourd'hui. Alors, cela dit, il y a des amis invités. Ces chaises sont super. Mais oui, super. On est très bien. Vous parliez des années 70, voilà, on y est en plein. Oui, voilà, c'est super. That's very pretty. Oui, le look là de ça. Voilà, Nice, yeah. voilà. I'm not sure it's going to. It's not going to work. Oui, ça tient. Fantastic. Miracle. Bien, alors donc il y a des amis invités sur ce disque. Je vais garder le coussin Je crois sur que vous moi. avez besoin de tendresse, c'est ça en ce moment. Yeah, C'est sympa. Je vais y arriver, donc c'est Dave Grohl du groupe Nirvana et des Foo Fighters, et puis surtout Pete Townshend sur un morceau. Alors je voulais savoir, est-ce que Pete Townshend dans le studio faisait des moulinets avec les bras comme quand il faisait les Who? On a travaillé avec Peter parce que le dernier album que j'ai fait avec Tony Visconti, c'était en 1980. Et Pete était à la
guitare sur cet album, et c'était un peu le lien entre le passé et le présent, c'est-à-dire faire revenir Pete sur l'album. Alors malheureusement, il se trouvait en Angleterre pendant que moi j'étais à New York en train d'enregistrer l'album, donc il a fallu envoyer ce qu'on appelle des Pro Tours. Mais enfin, je suis sûr qu'il a fait des moulinets en fait. En tout cas, la première fois qu'il a enregistré à Londres, il a fait son numéro en 1980. Mais il a fait l'album en 80. On l'a fait justement pour qu'il fasse les moulinets. C'est bien, c'est bien. Alors, est-ce que vous vous sentez aujourd'hui comme un auteur-compositeur qui aurait moins besoin de se cacher derrière son image, un petit peu plus la voix en avant dans les chansons également, ça c'est une chose qu'on remarque? Je veux dire que je ne voudrais pas simplement être l'interprète de chansons. Je ne voudrais pas d'ailleurs non plus coller à une seule étiquette musicale, dire que je ne fais que ceci ou cela. Bon. D'ailleurs, je voudrais bien interpréter d'autres rôles. Et avant de mourir, je voudrais faire quelque chose d'important pour le théâtre musical. Mais je ne sais pas si ça va se faire dans l'année à venir, ou peut-être un peu plus tard quand même. Enfin, je fais plus de personnages, ça c'est quelque chose que j'aime faire. Vous ne pouvez pas vous en empêcher. Publicité. Avec David Bowie, en toute simplicité. Heathen veut dire païen, hein. Je vous le dis parce que tout le monde ne sait pas ce que ça veut dire. Et sur le livret, on peut voir la tranche d'ouvrages d'Einstein, Freud et Nietzsche. Est-ce que c'est pour vous une façon de dire que c'est la psychanalyse, la science et la philosophie qui sont plus importantes que la religion pour vous? Non. Non, la raison pour laquelle j'ai utilisé ces trois auteurs, c'est qu'ils représentent en quelque sorte la triade des idées qui sont venues à bout de tous les absolus au début du XXe siècle. Il faut voir qu'à la fin, ou la deuxième moitié du XIXe siècle, il y a eu une telle accumulation de connaissances scientifiques, de progrès scientifiques, tout cela a amené l'homme à penser qu'il finalement maîtrisait beaucoup plus sa vie et son environnement. Et puis, il y a eu un véritable cataclysme à l'époque où Nietzsche a suggéré que Dieu était mort, et à la même époque, un peu plus tard, Einstein a complètement bouleversé du tout au tout notre propre notion du temps et de l'espace, et puis Freud nous a bouleversé notre idée de comment nous fonctionnons à l'intérieur. Ce qui veut dire qu'au début du XXe siècle, toutes nos idées reçues étaient balayées. Il nous fallait arriver à quelque chose de complètement nouveau, comprendre que nous étions là pour remplir un vide qui avait été laissé par Dieu. Et pour remplir ce vide, la seule chose que nous puissions faire, c'était de créer la bombe atomique. Là, c'était vraiment notre contribution, c'était la grosse pièce de créativité. L'être humain a horreur du vide, en fait, hein, c'est ça. L'être humain a horreur du vide, il faut toujours qu'il mette quelque chose, donc même des bombes à la place. Il y a de cela, mais si vous voulez, c'était le point culminant de toute notre connaissance qui aboutissait à la création de quelque chose qui était entièrement destructif. Et cet acte, qui donc remonte aux années 50, nous a plongé dans le chaos, et je crois que nous n'en sommes jamais sortis. Je crois que nous avons perdu toute conception de vie spirituelle, nous avons perdu contact avec un sens, le sens de la vie. Et disons que nous ne sommes même pas certains qu'il y ait d'objectifs. Nous ne croyons même plus en l'immortalité, ce qui est une très bonne chose d'ailleurs. Oui. Bravo. Je vous offre un coussin supplémentaire, voilà, pour vous remercier.
Bah oui, vous avez gagné. Vous l'avez mérité. Vrai. Donc, ce qui est un peu paradoxal. Non, ça va. Je peux partager ma philosophie. Non, mais c'est vrai que... Parce que vous l'intitulez Païen, je vais continuer de le cuisiner. Vous l'intitulez Païen, l'album, et en même temps, finalement, vous regrettez l'absence de Dieu, d'après ce que vous venez de nous dire. Vous n'êtes pas si athée que ça. Non, je ne dis pas que je regrette l'absence de Dieu. Tout ce que je dis, c'est que nos idées sur Dieu ont été bouleversées, transformées du tout au tout. J'ai mes propres problèmes par rapport à ma vie spirituelle. Il me semble qu'à mesure que je vieillis, je comprends que les choses n'évoluent pas. Je ne pense pas que nous progressions. J'ai l'impression que sur un plan elliptique, nous répétons les mêmes erreurs aujourd'hui qu'hier. Nous avons la même cupidité, la même violence. Nous avons le sentiment d'absence de toute compassion, le même sentiment d'absence de compassion qui prévalait il y a 5000 ans. Nous n'avons pas changé et nous ne progressons pas de ce point de vue-là. Donc, on va sortir samedi soir. Donc voilà, vous aurez compris, David Bowie est passé. Il est passé du rock. Au sérieux. Non, mais enfin, c'est vrai qu'il est le symbole du rock décadent est devenu maintenant un rocker hédoniste. Un rocker hédoniste apocalyptique. Non, vous n'avez peut-être pas de mascara, mais... Voilà. Bien, alors, Cadet Olivier. Cadet Olivier, qui sont décadents également, ça c'est vrai, oui. On réédite beaucoup de vos albums précédents, notamment Ziggy Stardust. J'aimerais savoir ce qu'il représente pour vous aujourd'hui, cet Olibrius. Je ne peux pas tellement m'identifier à lui aujourd'hui. C'est un peu comme si nous étions chacun allés de notre côté. Ziggy a mené sa propre vie, moi j'ai mené la mienne. Et je suis tout à fait fier que Ziggy ait permis aux gens de se réadapter à leur société. Je suis bien content que Ziggy sorte un album cette année. J'espère qu'il marchera bien. Mais ça n'a rien à voir avec moi. Poursuivons la succession de vos métamorphoses. Vous êtes une sorte de zélig, vous vous êtes souvent transformé. Alors ensuite, il y a eu Let's Dance, cette période avec le groupe Chic, propulsé au sommet des ventes mondiales et dont vous dites aujourd'hui, c'est mon plus mauvais album et il a cartonné. Ça a détraqué ma façon de travailler. Non, j'ai pas dit que c'était mon plus mauvais album. J'ai lu ça. J'aime beaucoup Let's Dance. Par contre, l'album suivant... Disons les deux albums suivants, disons que je ne m'y suis pas suffisamment intéressé. J'avais en quelque sorte perdu mon orientation en tant qu'artiste. Et c'est dommage parce que certains des titres sur les deux albums suivants, donc après Let's Dance, étaient très bons en soi. Et j'aurais dû m'y attacher davantage. J'aurais dû me rendre plus souvent au studio. Est-ce que c'était dû... J'aurais dû. Est-ce que c'était dû au succès? Est-ce que le succès gigantesque de Let's Dance vous a finalement porté malchance? Non, je dirais pas ça. Le succès en soi a été une excellente chose et je ne l'oublierai jamais. C'était une expérience formidable de 2 ans. Mais au-delà de 84, je me suis senti coincé en quelque sorte par effectivement le succès grand public, et ça c'était quelque chose que je ne gérais pas très bien. Il me semble que j'ai en quelque sorte abandonné toutes ces ambitions. En 88, disons que j'avais pris ma décision d'essayer de me redécouvrir en tant qu'auteur, en tant qu'artiste. Et c'est ce que j'ai fait, c'est ce que je continue de faire. C'est là que Tin Machine a été créé. Et pour moi, c'était une étape très importante. Un retour au groupe de rock. Ouais. Le bon vieux groupe de rock. Vous ne faites plus l'acteur. En 83, il y avait eu 2 films, Furio et puis Les Prédateurs, The Hunger en anglais. Et pourquoi vous ne faites plus l'acteur aujourd'hui? Il y a trop de travail, c'est trop dur. Vous trouvez que c'est plus facile d'enregistrer des disques?
Disons qu'il faut trop s'engager, il faut trop se mettre dedans. J'adore voir mon nom sur l'affiche des films. Alors, si on peut donner l'affiche avec le nom, ce serait parfait. Ça, c'est tout ce qu'il me faudrait. Mais le problème, c'est qu'il y a oui, voilà, on est obligé de faire semblant d'être un autre. C'est du travail. Et puis, il faut aller sur les... Disons qu'il faut organiser sa vie autour de ça, autour de ce métier. Et je ne prends pas ça suffisamment au sérieux pour le faire. Disons que je suis chanteur, je suis auteur, c'est ça mon métier. C'est votre job. Je ne suis pas acteur. C'est mon job, comme vous le dites. Eh bien, justement, je vais vous donner l'occasion de faire votre boulot avec le premier titre live de cette émission par David Bowie, Everyone Says Hi. Sur cet album. Alors, dans cette chanson, vous revenez sur la disparition de votre père. Est-ce que son souvenir continue de vous hanter? Disons que la chanson ne se réfère pas, disons, à la mort de mon père. J'ai composé ce titre dans un état un peu mélancolique. J'étais seul au studio, c'était très tôt le matin, et il y avait une brume, nous étions en hauteur sur une montagne, je voyais la brume sur les autres montagnes, et je pensais à mon père, au fait qu'il me manquait. Et j'ai réfléchi à cette époque où il a disparu, et je me suis dit que lorsque j'étais jeune, lorsqu'il a disparu, j'avais l'impression qu'il était simplement parti en vacances. Je n'arrivais pas à comprendre qu'il était parti pour de bon. Et il m'a fallu quand même du temps pour gérer, pour accepter, pour digérer ce fait. Et c'est quelque chose qui m'a pris du temps. Et lorsque d'autres amis ont disparu, il m'était toujours très difficile d'accepter la réalité, la finalité de la chose. Comme par exemple Mike Bolan est mort, ou d'autres amis proches, je n'arrivais pas vraiment à l'intégrer. Et j'ai écrit cette chanson qui reflétait ce sentiment. Quelqu'un a disparu, quelqu'un est parti, mais au fond, ils sont simplement partis en vacances, ils vont revenir. Je l'espère aussi. Ouais. Bien, alors David Bowie, un bref aperçu de son concert que vous verrez en entier au Zénith le 24 et le 25 septembre prochain. David Bowie! Said you moved away, happened all so quietly, they say. Come together, up to know what's what. Hope the weather's good and it's not too hot. You. Everyone says hi. They said you took a good ship. They said you sailed away. I didn't know the right thing to say. I should have took a picture, something I could keep. Buy a little frame, something cheap for you. Everyone says hi. Everyone says hi. Everyone says, don't stay in a sad place where they don't care how you are. Everyone says hi. If the money's lousy, you can always come home.
Everyone says hi. 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 And the girl next door. Everyone says hi. And the guy upstairs. Everyone says hi. 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 And your mom and dad. Everyone says hi. And your big black dog. Everyone says hi. And the thing on the log. Everyone says hi. And the man in the fog. Everyone says hi. Everybody says hi. Everyone says hi. Thank you. Thank you. Thank you. Marvelous. Thank you. Wonderful. Bien. Bien, nous sommes toujours avec David. Maintenant, je l'appelle David. Bien, et puis David répond à beaucoup de questions existentielles depuis le début de cette émission, de même que nos amis des Faut-il. Voilà, c'est prêt. C'est quoi? Gauthier. Côté couture, de la popeline, de la soie sauvage. Non mais c'est quoi là? De l'eau chaude, de l'évian. J'ai acheté spécialement pour vous. Voilà. Tiens, Jonathan. Voilà. Allez, dépêchez-vous de manger, ça va être froid. Il manque un peu de sel, hein, peut-être. Déguste, ma chérie, déguste. Allez, Jonathan, mange, mon chéri. T'es content d'avoir une jolie maman, hein, mon chéri? Maman, j'ai faim. Mais qu'est-ce que tu me chantes, Jonathan? T'as déjà eu 3 verres d'huile. Aide-moi plutôt à fermer ma robe, chérie. Ah oui. Juste après la pub, David Bowie nous chantera une autre chanson. Ça, c'est du plaisir. Bien, alors, vous êtes en train d'applaudir la publicité, mais vous êtes aussi en train d'applaudir David Bowie, qui est avec moi. Ah oui. Alors, David, dear David, on va parler un petit peu de vos affaires, parce que vous êtes un businessman aussi. Il paraîtrait même que chaque matin, votre messagerie d'ordinateur entame votre journée en vous disant « Vous avez des nouveaux messages et beaucoup de charisme ». Est-ce que c'est vrai? I have new messages and De what? nouveaux messages Et beaucoup de A charisme. lot of charisma. Vous êtes le premier chanteur coté en bourse. I'm gonna avoid this. C'est une chose assez logique finalement pour l'auteur de The Man Who Sold the World, l'homme qui a vendu le monde. Finalement, Well, c'était cohérent. That title says it, huh? C'est ce que dit le That's all titre, the effectivement. world. The Man Who Sold the World, l'homme qui a vendu et qui The s'est thing vendu is, I peut-être. do want. Disons que I really want
Ce que je veux, c'est que ma famille puisse cueillir les fruits de mon travail. Ce n'est pas évident, mais c'est une façon de gérer sa carrière et de faire en sorte que ma famille puisse hériter de cela lorsque je serai plus là. En fait, non, je garde tout pour moi, mais je... Non, mais c'est vrai que, cela dit, c'est intéressant parce que vous étiez un des premiers à vouloir résister à l'industrie du disque. Et aujourd'hui, on voit beaucoup d'artistes qui se révoltent, qui s'énervent beaucoup contre leur maison de disques, qui font des procès. Même Michael Jackson est en train de manifester dans les rues devant sa boîte. Disons que nous traversons une période de mutation extraordinaire. On va voir disparaître, en tout cas diminuer les maisons de disques. Je crois que même toute l'industrie du disque risque de se désintégrer d'ici quelques années. Et l'idée même de musique... Non, je plaisante pas. Non, mais ici, nous sommes une filiale de Universal. Donc, c'est très inquiétant ce que vous dites pour nous, vous comprenez? Oui, je comprends votre souci. J'en suis navré. Mais disons que... Comment dirais-je? C'est quelque chose... Disons que lorsque c'était les prêtres qui détenaient la vérité, il était pratiquement impossible de contourner cela. C'est-à-dire que le peuple ne pouvait pas remettre ça en cause. Et puis ensuite, Gutenberg a tout changé puisqu'il a donné au monde entier l'accès aux mots, à la parole écrite, aux mots. Et la notion même du verbe a changé. C'était pas, le verbe n'était plus le monopole de Dieu, le verbe appartenait à l'homme. Et des révolutions ont été quand soudain David Bowie est arrivé. Alors, on retrouve un petit peu le même genre de situation avec Internet. C'est-à-dire que la musique est accessible à tous, à telle enseigne que la notion même de musique va évoluer. Ce sera un peu comme l'eau ou l'électricité des services publics, quelque chose que nous jugeons tout à fait ordinaire, qu'on n'a même pas envie de payer. C'est sur le plan philosophique une mutation importante. Vous ne pensez pas que quand même Internet a pris un petit peu du plomb dans l'aile, puisque je crois que vous aviez mis en vente directement sur le net 15 jours avant sa sortie, votre album précédent, Hours. Mais celui-là, vous l'avez mis aussi en ligne? Celui-ci, Heaven? Oui, oui. Mais alors, l'idée, c'est quoi? C'est qu'il n'y ait plus un jour cet objet? C'est pourtant un bel objet. Disons que moi, je suis les courants, je suis la marée, pour ainsi dire. Je suis le vent. Je n'essaie ni de changer le sens du vent, je préfère le suivre en toute tranquillité. Il me semble que les choses ne resteront jamais stables, ne resteront jamais constantes. Et j'ai toujours pensé que nos vies sont toutes chaotiques, donc rien ne m'étonne ici-bas. Non, mais c'est intéressant parce que finalement vous êtes très warholien. Vous avez d'ailleurs été un des rockers qui a introduit l'art dans le rock, dans la musique. Et finalement Warhol disait lui-même qu'être bon en affaires, c'était la forme ultime d'art. Donc, c'est pas un peu... Je ne suis pas tout à fait d'accord avec cela. C'est-à-dire que j'en ai eu tellement marre d'être fauché tout le temps. Quand je vendais mes albums dans les années 70, je me suis dit, assez, j'en ai marre. Et je veux toucher ce qui m'est dû. Je me suis un peu endurci sur le plan matériel parce que j'ai perdu tant d'argent dans les années 70. Il a raison, il ne faut pas se laisser avoir. Bien. Le Flash Info de Jonathan Lambert. Oui, avec cette nouvelle que je découvre en même temps que vous, les relations entre la France et le Royaume-Uni seraient au bord de la rupture suite à un incident diplomatique dû au drame de l'illettrisme. En effet, c'est alors qu'il dînait à Buckingham Palace que Gilbert M, 45 ans, ambassadeur de France, aurait confondu la purée de pommes de terre avec la reine d'Angleterre. Tout aurait pu se terminer par un grand éclat de rire, mais hélas, Gilbert M est tout de même parvenu à y faire un petit volcan pour y mettre du jus dedans. Tout de suite, la suite. Je suis toujours avec David Bowie. La semaine dernière, c'était David Hallyday. Maintenant, c'est David Bowie. Ça change, hein, chaque semaine, hein, David. Alors, David Bowie, vous avez connu Berlin, Londres, Vevey, j'en passe. Et puis maintenant, New York. Alors, pourquoi être revenu à New York?
Well, you know, my wife and I met in America. Eh bien, j'ai rencontré ma femme We actually met in aux États-Unis. Hollywood. Enfin, We were nous nous there sommes very- rencontrés à Hollywood. And we both Et disliked Hollywood very tous les much. deux, nous détestions Hollywood. Pourquoi And both Iman and I very much Iman et care for moi-même, New York. nous We aimons both beaucoup had New good York. Nous experiences avons there. vécu des expériences très belles à New York. There's something Et cosmopolitan about il y a it. quelque It's not chose like de middle America. cosmopolite, ça n'est pas It's, comme it definitely l'Amérique has a life profonde. going on. Il y a It has, vraiment une vie, une âme à New a York, fairly rich culture. une culture assez It has phénoménale. an Et extraordinary mix surtout, of vous people. avez un mélange extraordinaire And it de genres, affords de gens. one a Et certain kind c'est of comme cela anonymity. qu'on It's peut en même possible temps to live a rester real life relativement anonyme, c'est-à-dire qu'on peut mener une véritable existence there. And I guess we just fell into the tranquillement. habit Et of je crois becoming que New Yorkers, nous you sommes know, and, devenus New-Yorkers, living now New-Yorkais par la in force New des York choses. off and on for 12 Et years. ça fait une douzaine d'années maintenant, ça fait un bout de temps maintenant. Alors, je crois que vous habitez à Soho et vous avez déclaré dans une de vos nombreuses interviews, Well, we live downtown. Enfin, Ouais. pas loin, oui. vous avez déclaré qu'on vous laissait tranquille et qu'on vous permettait d'aller acheter une bonne baguette. Donc il y a une bonne boulangerie à New York, donc c'est bon à savoir. C'est très important. There are many French Et bakeries. beaucoup de boulangeries françaises, justement. Voilà. Mais alors cela dit, Long loaf of bread. bonsoir Jonathan. Bonsoir, comment ça va? J'étais là, je vous ai Alors rejoint. David Bowie, Jonathan Lambert. Hein. Good to see you. Donc évidemment, après la catastrophe du 11 septembre, vivre à New York et en plus downtown, ça doit avoir changé. Est-ce que la vie a complètement changé ou bien est-ce que finalement elle a continué comme avant? I think it probably has changed to a certain Non, extent. dans But une you know, certaine mesure, la vie a changé, bien sûr. it is so difficult Mais to ask someone like myself C'est une to question talk quand même of New York difficile now. à poser à quelqu'un so much comme has moi. been Parler de said New York, on a that I tellement couldn't dit de choses sur possibly New York. Moi, je ne pourrais probablement add any rien dire de interesting nouveau, or rien useful dire insight d'original to ou the même situation. d'utile à It is l'appréciation beyond des all that choses. for me. Je crois It que is moi, je just suis my home. loin derrière tout ça. New York, c'est là où j'habite, c'est chez moi. I really feel reluctant Et to be drawn anymore on that j'hésite particular beaucoup situation. you à know. parler beaucoup plus de It cela. was very traumatic, very Bien sad. entendu, c'était une situation très traumatisante. Alors j'aime bien alterner les questions intelligentes et les questions débiles, donc maintenant j'y vais, hein, tant pis, je me lance. David Bowie, votre vrai nom c'est David Jones. Alors je voulais savoir... David Robert Jones. David Robert Jones, tout à So fait. my initials when Oui, I was a kid et were mes DR, initiales c'était doctor. DR, Dr. DR ça fait Dr. docteur, Jones. comme Dr. Jones. Alors je voulais savoir si vous aviez changé de nom pour vous éloigner plutôt de Tom Jones, de Grace Jones ou de Ricky Lee Jones. Davy Jones. Non, David Jones. There was no En Grace fait, Jones. il n'y avait when pas I de was- Grace Jones à mon époque. She was really a phantom of the C'était, 80s. je crois que c'est dans les années 80 qu'elle est apparue celle-là. It was around C'est around 19, Ouais. 1967, en something like that. 1967, And, quelque chose comme ça. And the Monkeys were formed. Et you know, il y avait le groupe des Monkeys. television competition to the Et Beatles. il y a ce qui était la And, concurrence Davy télévisuelle aux Jones, Il y avait Beatles, such et a David Lee big Jones thing, était so évidemment I just had to change it. un trop grand nom, donc il fallait que je change de nom. Que retenez-vous de vos multiples expériences avec la drogue? En tant que père de famille, aujourd'hui, vous devez être un modèle. Donc, quand vous dites dans le Nouvel Observateur récemment, quand j'étais réellement une star, j'étais trop défoncé pour réaliser que j'étais célèbre. Est-ce que vous trouvez que vous êtes un exemple pour la jeunesse? You bet I'm an Ah, tout example. à fait. yeah. Ah oui. Un bel exemple. Un bel exemple de reconversion. I'm a perfect example. Vous êtes extrêmement sain maintenant. Vous n'avez même pas voulu qu'on vous serve autre chose que de l'eau. Vous êtes extrêmement... No, I don't drink. I Non, don't. je ne bois pas d'alcool, je ne... Any drugs? Coffee, I do. Pas de drogue, un peu de café peut-être. Bad. Du sport? Yeah, a little. Un petit Box. peu. Je fais de la boxe. Il faut faire attention. Cherchez-vous toujours à comprendre la country music? Parce que j'avais entendu dire que vous étiez fasciné par la country music, ou bien alors peut-être, une fois de plus, c'est une métamorphose et j'espère que vous êtes devenu raisonnable. It's the only music I dislike C'est intensely. la seule musique que je déteste du fond du cœur. Bien, alors c'est presque de la country music, l'hyper-promo. Pour ressembler à une femme, vous avez décidé de vous laisser pousser les ongles comme Bernadette Chirac. Mais comme vous n'êtes pas plus séduisant, vous avez décidé de les couper. Seulement voilà, comme vous n'avez pas de coupe-ongles, vous avez décidé d'utiliser votre mixeur. Et la patatras, c'est l'accident. Vous vous retrouvez avec les ongles coupés jusqu'au coude. La suite est logique. Quand les jeunes des banlieues vous demandent de leur taper dans la main, vous n'y arrivez pas.
Ils pensent alors que vous vous moquez d'eux et vous finissez victime d'une tournante dans une cave du 93. Dorénavant, pour réussir à vous couper les ongles avec votre mixeur, munissez-vous du disque laser de David Bowie. Placez le CD comme un couvercle sur le mixeur, puis insérez un à un vos doigts dans le trou du milieu, de sorte à ce que seule la partie à couper dépasse. À vous la manucure parfaite, c'est gagné! Grâce au CD de David Bowie, vous êtes un winner! Vous êtes un chenapan. Mesdames et messieurs, j'accueille maintenant Anne Scott. Voilà. Anne, David. Hello. How are you? Alors, la raison pour laquelle j'ai invité Anne, c'est parce qu'elle publie Poussière d'ange chez Librio, qui est un recueil de textes consacré à ses idoles et ses amis qui nous ont quittés, notamment à cause d'abus de produits illicites, mais pas seulement, peut-être d'abus de rock'n'roll aussi. Et c'est un livre magnifiquement écrit, peut-être votre meilleur livre, je crois. Et la question est simple, c'est pourquoi décide-t-on d'écrire un livre sur finalement ce qui pourrait être une ravissante morgue? Je crois qu'on fait ça par fidélité, parce qu'il y a quand on a 16-18 ans, on est entouré de gens, on ne sait pas encore ce qu'on va faire de nos vies chacun, et puis en cours de route, il y a un tas de gens qui disparaissent. Et le jour où on a les moyens de parler d'eux et de rappeler qui ils étaient, on a envie de leur rendre hommage. Donc c'était des gens qui étaient écrivains, guitaristes, des gens qui faisaient des choses artistiques, et qui sont tous morts. Il y en a que j'ai pas connus, qui sont les plus connus là-dedans. Ouais. Mais c'est juste Johnny Sanders, Eddie Sedgwick sont évoqués. Ramone, River Phoenix, Hervé Guibert, l'écrivain. Et puis, d'une manière plus anecdotique sûrement pour le public, mais pas pour moi, un chat avec lequel j'ai vécu des années, mon arrière-grand-mère qui m'a élevée. Et puis Sextoy. Et puis Delphine, oui. Ouais. Et donc à ce propos, je voudrais vous offrir un disque qui est le dernier disque d'une de mes amies qui était DJ, qui est morte il n'y a pas longtemps. Qui s'appelait Sextoy et qui était une fan. DJ de techno qui vous aurait plu. Ok. Voilà, c'est une fan absolue. Mais Anne aussi, vous êtes une fan. Vous êtes totalement groupie de David Bowie. Et vous écrivez sur des clones de David Bowie que vous aviez croisés à Londres. Je pense que vous vous souviendrez qu'au milieu des années 80, en Angleterre, il y a eu une espèce de revival glam rock où il y avait beaucoup de garçons qui vous découvraient à ce moment-là, qui étaient très jeunes et qui ressemblaient, on va dire, à la période Aladdin Sane, la même coupe de cheveux, les sourcils épilés. Et j'en ai connu un et qui est mort depuis, donc j'avais envie de raconter ce que c'était que d'être avec quelqu'un qui vous ressemblait, mais c'était très étrange. Est-ce que vous vous considérez comme un survivant? Est-ce que vous considérez que vous êtes passé au travers vous avez échappé peut-être à la mort qui vous aurait frôlé? No, it's a life. Pas vraiment, non, parce que la vie est faite de ces choses-là. Disons on accorde tellement d'importance à l'idée d'immortalité, comme je le disais tout à l'heure, que nos attentes sont complètement ébranlées lorsque quelqu'un disparaît. Il me semble que c'est probablement une chose assez occidentale. Disons que personne ne veut vraiment reconnaître la réalité de la mort en disant, disons que dans d'autres cultures, on accepte la mort beaucoup mieux. La littérature ne vous a jamais tenté parce que vous avez été inspiré par Artaud, par Genet. Beaucoup d'écrivains français d'ailleurs. Simone de Beauvoir. C'est vrai, Simone de Beauvoir aussi, je l'aime beaucoup. Le texte écrit. J'aime bien écrire des petits articles, des pièces courtes parce que disons que je n'arrive pas à me concentrer suffisamment longtemps, donc 5000 mots maximum. Voilà. Après, je peux plus. C'est comme les films, vous aimeriez qu'il y ait un livre avec juste votre nom et rien dedans. Oui, tout à fait. Là, ça m'irait parfaitement. The new Bowie. Le nouveau Bowie, génial. Il n'y a rien dedans, mais bon. Merci beaucoup, Anne Scott. Je rappelle Poussière d'ange, c'est chez Librio. Et ça n'est pas cher, seulement 1,50 €.
Voici le moment tant attendu des statistiques des Hyper Angels. Ah oui, non, alors, elles vont nous donner des chiffres sur vous. Alors, qui commence? Sabine. 3, c'est le nombre de semaines que vous avez eu besoin, simplement, de 3 semaines pour l'album Station to Station, qui a été fait en 1978. Enda. 1978, c'est l'année pendant laquelle vous avez enregistré une nouvelle version de Pierre et le Loup, de Prokofiev, pour faire plaisir à votre fils. Yes, that's right. C'est vrai, c'est exact. Et alors, ça lui a plu à votre fils? He loves it now. Ah oui, absolument. Maintenant, en tout cas, ça lui plaît. Now he's 31. Mais il a 31 ans maintenant. D'accord, il a mis le temps. Sabine, un 17. dernier chiffre. 17. C'est le nombre de millions de dollars que vous avez négocié auprès de EMI en 1983. 17 Donc, 10 millions de dollars. Ah oui, c'est presque autant que David Beckham. C'est... I didn't know that. C'est magnifique. I must go and look for it. Il faudrait que j'aille chercher ces sous là, si j'ai gagné tant que ça. Merci, mesdemoiselles. Merci C'était les Hyper Angels, bah oui. Elles sont parfaites. Bien, alors, maintenant, David Bowie va à nouveau travailler pour nous. Il va nous chanter un deuxième titre de son album Heaven, qui s'intitule Cactus et qui est une reprise des Pixies, je crois. C'est ça? C'est une reprise de... Oui, absolument. C'est une chanson, un titre des Pixies. Ça fait partie des groupes que vous aimez beaucoup. Quels sont les groupes que vous préférez aujourd'hui? J'aime beaucoup ce titre-là. Enfin, et les Pixies étaient un groupe important dans les années 80. C'était vraiment un groupe très accompli. Et je crois qu'il n'y aurait pas eu de Nirvana sans les Pixies. Ils ont une immense influence. David Bowie, Cactus, tiré du dernier album Heaven. Je rappelle qu'il est en concert les 24 et 25 septembre au Zénith de Paris. Dépêchez-vous d'y aller. Mesdames et messieurs, David Bowie! Sitting here wishing on a cement floor, just wishing that I had just something warm. I put it on when I go lonely. Won't you take off your dress and send it to me? I miss your kissing and I miss your hair, and the letter in your writing, 'cause you're meaning I'm dead. So run outside the desert heat, get your dress all wet and send it to me. I miss your suit and I miss your breath, and the letter in your writing doesn't mean you're not dead. So spill your breakfast, spill your wine, just wear that dress when you die. Got it. Sitting here wishing on a cement floor, just wishing that I had just something you wore. So bloody your hand from the cactus tree, wipe it on your dress and send it to me. Just sitting here wishing on the cement floor, just wishing that I had just something more.
David, merci beaucoup, merci beaucoup. Magnifique, merci David Bowie et mon nouvel ami.